C'est maintenant le temps des allocutions officielles. Je vais appeler M. José Allegrini, adjoint au maire, représentant aujourd'hui Jean-Claude Gaudin, notre maire sénateur des Bouches-du-Rhône. Monsieur le ministre, Madame, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la présidente du CRIF Marseille-Provence, Mesdames et Messieurs, nous commémorons aujourd'hui le 70e anniversaire des rafles du Vieux-Port et de l'Opéra, organisées par les forces nazies avec le concours de la police de l'État français. Ces rafles de plusieurs milliers de Marseillais juifs, leur déportation vers les camps d'extermination d'Auschwitz, de Sobibor, de Buchenwald, je ne vais pas tous les énumérer, mais la chronique tragique de ces camps d'extermination est présente à la mémoire de tous. Leur extermination par les séides d'Hitler reste comme une plaie béante dans la mémoire collective de notre ville. Marseille conserve et entretient la mémoire de ce moment tragique de son histoire. Votre présence, Monsieur le ministre, ajoute considérablement à la solennité de cet instant, partagé avec une communauté blessée et quelques-uns, quelques-unes de ceux qui survécurent au camp de la mort. Soyez vivement remerciés d'avoir répondu à l'invitation de Madame la Présidente du CRIF Marseille-Provence et de ceux qui, parlementaires, ont soutenu cette démarche. Marseille accueille tous ceux d'où qu'ils viennent, qui la rejoignent. Cette ville est sédimentaire, allusionnaire, et chacun l'enrichit de sa spécificité avant de s'intégrer tout en préservant son identité. L'ignominie nazie est la négation de cette histoire. Elle est le crime absolu, celui qui a puni des gens coupables d'être nés. Car ceux qui furent exterminés dans les camps de la mort n'avaient d'autre tort que d'être. La culpabilité était leur essence. Ils en moururent. Nous conservons leurs souvenirs et nous saluons avec respect et considération celles et ceux qui survécurent à la barbarie. Ils sont les témoins, l'argument irréfragable qui fait taire tous les négationnismes, qui évacue toutes les amnésies. Ils y étaient, ils l'ont vécu, ils en sont revenus. Ils nous rappellent que l'espèce humaine a été capable d'une telle systématisation de l'horreur, d'une extermination collective de ses semblables au nom d'une doctrine folle qu'un criminel dément a fait accepter à tout un peuple. Mais l'humanité, dans cette tourmente, a su par ailleurs secréter chez quelques-uns le courage tranquille, l'abnégation et la solidarité qui firent d'eux les justes parmi les nations, que nous saluons aussi avec respect et admiration. Cette mémoire collective ne fait pas de nous des créanciers, mais des débiteurs. Débiteurs du souvenir, conservateurs de l'histoire, mais surtout débiteurs de nos propres comportements. Car ce souvenir, c'est promettre. Ce souvenir, c'est transmettre aux jeunes générations la vérité de cette page criminelle de notre histoire. C'est leur dire aussi qu'au plus obscur des moments, des femmes et des hommes habités d'une humanité essentielle ont secouru, tendu la main, sauvé des vies en risquant tranquillement, consciemment la leur. Ce souvenir, c'est promettre. Promettre plus jamais ça, mais aussi dans une ville plurielle, riche de sa diversité, dans une ville du monde, mais habitée par les valeurs de la République. Ce souvenir, c'est promettre la tolérance, le respect mutuel, un regard sur l'autre exclusif de toute ségrégation, de tout ostracisme et de tout racisme. Ce souvenir, c'est promettre à Marseille cette fraternité qui est notre ambition commune. Merci. C'est à Madame Michèle Deboul, présidente du CRIF Marseille-Provence, que nous demandons son message. Puis-je vous demander d'avoir la gentillesse de mettre vos portables en système silencieux.
Merci. C'est l'émotion de Maître Allegrini, c'est difficile de prendre la parole. Je vais essayer d'être à la hauteur. Monsieur Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants. Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée de la ministre des Affaires sociales et de la Santé chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le grand rabbin Réhouven Ohana, Messieurs les représentants du consistoire, du Fonds social, Messieurs les représentants de toutes les associations, chers amis, aujourd'hui m'incombe la tâche noble de vous remercier, Monsieur le ministre, d'avoir pris la mesure de l'importance que revêtait aujourd'hui pour nous tous la présence de l'État aux côtés de nos frères qui ont souffert dans leur chair voici 70 ans. Monsieur Patrick Minucci en a ressenti comme l'un des nôtres le besoin et m'a fortement encouragé à m'adresser au président de la République. La réponse a été à la hauteur de nos espérances et nous voilà tous réunis aujourd'hui autour de vous, messieurs, vous, mesdames, pour accomplir notre devoir. 70 ans, une vie d'humain, avec ses joies et ses peines, ses échecs et ses réussites. Cette possibilité de vie et d'avenir est donnée à chacun, selon sa chance ou son destin. Il y a 70 ans, pour les habitants juifs de ce quartier, des hommes, soldats allemands et policiers français en ont décidé autrement. Pour une de ces vies prises, c'est tout un monde en devenir qui a été anéanti. De ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, il nous reste des noms, parfois de pauvres photographies. Et pour ceux qui soit échappèrent de justesse ou furent cachés et sauvés par des justes, il nous reste les précieux témoignages. Année après année, ils sont là, debout, vibrants d'avoir côtoyé le pire, le plus souvent, et parfois le meilleur de l'homme. Cette mémoire douloureuse et précieuse, elle est unique. Pour eux, pour ceux qui subirent ces jours terribles, pour l'idée que nous nous faisons de la conscience humaine, nous devons la chérir et l'honorer. Une communauté juive vivait dans les rues de ce quartier. Elle était à l'image de ce que fut et sera toujours Marseille, diverse et plurielle. Se côtoyaient des juifs du pape, attestant d'une présence juive en Provence depuis le Moyen-Âge, des Ashkénazes installés depuis le XIXe siècle, pour le plus grand nombre des séfarades venus de Turquie ou d'Afrique du Nord. Beaucoup de ces familles d'origine modeste avaient pour seule richesse leur culture, leur tradition et l'amour de la France. Des nombreux juifs raflés, déportés au camp d'extermination de Sobibor, aucun n'est revenu. La participation active des forces de police françaises sur ordre de l'État vichiste reste une tâche sur l'histoire de notre pays. Cette responsabilité a été reconnue et dénoncée par deux hommes, tous deux présidents de la République, qui, en regardant l'histoire droit dans les yeux, ont compris que le déni est une menace pour l'avenir. M. Jacques Chirac et M. François Hollande, qu'ils en soient remerciés. À l'origine de cette tragédie humaine et morale, il y a la haine de l'autre, du juif, du tzigane, de l'étranger. Nous vivons aujourd'hui dans une grande et belle démocratie qui prône la liberté de conscience et de culte. Pourtant, nous ne pouvons ignorer que la haine, cette haine féroce et sanguinaire, est toujours là. Longtemps tapie, elle ressurgit dans toute sa démesure. Elle prend la vie d'Ilan Halimi, elle arme le bras de Mohamed Merah et nourrit toutes les violences de chaque jour. Les revendications changent, se reconstruisent, mais au fond, au tréfonds de ces actes ignobles, il y a toujours la haine. Cette haine est un fleuve boueux et chargé qui entraîne tout sur son passage. Nul ne peut rester sur le rivage et le regarder passer. Notre précieux devoir de mémoire n'est rien s'il ne nous donne la lucidité, le courage et la détermination de nous dresser et de refouler ces tentations de renaissance de l'horreur. Il ne s'agit plus de prôner la tolérance. Comme disait Mirabeau,
Tolérer, c'est trop peu, c'est déjà mettre de côté. Notre pays, notre civilisation, notre monde est ainsi fait que tous doivent pouvoir y vivre dans leurs différences et leurs ressemblances, avec leurs faiblesses et leurs forces, leurs rêves et leurs espoirs, dans toute la grandeur de leur humanité. Je n'achèverai pas mon propos sans citer Madame Clotilde Lebouté, Monsieur Jean-Marie Vial, Monsieur Henri Manen, représentant aujourd'hui les justes qui ont permis de sauver tant de vies au risque de perdre la leur. Sans remercier aussi et encourager notre ami Alain Chouraki pour la magnifique réalisation que représente le camp des mines, tant pour témoigner du passé que pour construire un avenir meilleur. Je remercierai aussi, je rappellerai surtout la mémoire de notre ami Victor El-Ghazi, trop tôt ravi à l'affection des siens. Et si vous avez 5 minutes, chers amis, je vais vous citer les noms des déportés survivants. Ils sont très peu nombreux et ils méritent que l'on donne leur nom aujourd'hui. Il s'agit de Madame Lucie Cohen, de sa sœur Yvette Palacio, de Monsieur Attali Raphaël Israël, Abitbol Jean-Pierre, Bendayan Clarisse, épouse Saravelli, et ses sœurs, Eskenazi Flora, Vessid Albert, Lefebvre Jacques, Palombo Ida, Patino Yvette et ses sœurs, Marcos René, Henriette Cohen, Eva Tichauer, Denise Toros-Martel, Madame Zaraya Né David, Madame Matalon Victorine, épouse Ben Bassa. Voilà pour toutes ces personnes qui ont eu le courage de survivre, parce que c'était un véritable courage d'être là et de témoigner pour que jamais plus une telle horreur ne se reproduise. Merci, mesdames. C'est à M. Kader Arif, ministre délégué chargé des anciens combattants, que nous demandons son message. Madame la ministre, chère Marie-Arlette, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député-maire, cher Patrick, avant de citer les parlementaires, permettez-moi, et je crois qu'ils me le permettront, de dire mesdames et messieurs les déportés. Nous avons besoin de vous, parce que la mémoire de Pierre ne remplacera jamais la mémoire de chair qui est là à travers vous. Et je tenais à vous le dire, nous avons besoin de vous jusqu'à votre dernier souffle de vie pour que cette mémoire ne soit jamais oubliée. Mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la Communauté urbaine de Marseille, cher Eugène, Monsieur le maire, Mesdames et messieurs les élus, mon général, Madame la vice-présidente du Conseil général, Madame la présidente du CRIF, Mesdames et messieurs. Mon intervention se fait dans un contexte un peu particulier de l'histoire de notre pays, à un moment où nos soldats sont engagés au Mali. Et je voudrais, avant d'en venir à mon propos, que nous ayons une pensée pour eux, parce que nos soldats ne sont pas engagés seulement dans l'amitié qui nous lie au peuple malien. Nos soldats ne sont pas engagés pour défendre je ne sais quel intérêt de la France sur ce continent africain. Mais nos soldats sont engagés pour défendre des valeurs que vous représentez toutes et tous, que nous portons, et qui sont les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie et les valeurs de la liberté. Je tenais aussi à vous remercier de m'accueillir ici, à Marseille. Merci d'être si nombreux, si attentifs, j'ai pu m'en apercevoir à l'écoute qui a été la vôtre des discours précédents.
me remercier de me permettre de délivrer, au nom du gouvernement et du président de la République, ce message. Mais je suis là aussi parce que des initiatives ont été prises, initiatives associatives, Madame la Présidente, vous en particulier, mais aussi de Patrick Mennucci, qui ont interpellé le président de la République au mois de juillet dernier, pour que le président puisse rappeler ce qu'avaient été les rafles de Marseille dans son discours aux Veldives, d'une part, et aussi pour que, pour la première fois, l'État, à travers moi, à travers Marie-Arlette, à travers Monsieur le Préfet, puisse commémorer par sa présence ces rafles de Marseille. Parce qu'il n'était plus possible de faire que cet événement puisse se faire dans l'indifférence, quels qu'aient été les engagements des uns et des autres. Parce que l'indifférence, elle aussi, mène à l'oubli. Cette année 2013 sera en même temps pour cette ville une année de rayonnement exceptionnel. Culture, spectacle, musique, art de la rue. C'est une population qui va s'associer à cette activité culturelle inédite et inégalée. Je peux en parler pour le Toulousain que je suis, élu local qui aurait aimé que Toulouse soit la capitale européenne de la culture. Et c'est Marseille, et tant mieux. Et c'est une population donc qui va s'associer à cette activité. Les Marseillais, mais aussi l'ensemble des Français en sont fiers. Je partage avec eux cette fierté qui est la vôtre. Et paradoxalement, cette année de festivités pour vous débute par l'évocation de l'une des périodes les plus sombres de son histoire, janvier-février 1943, les rafles. Nous sommes loin de la joie, loin de l'humanité, loin de la solidarité. Nous sommes dans la terreur, nous sommes dans la collaboration. Nous sommes dans ce que l'homme est amené à commettre dans ses plus pires expressions. Et comme tout paradoxe, il nous interroge. Cette commémoration n'a-t-elle pas sa place dans les célébrations actuelles? Fallait-il occulter cette époque douloureuse? Je ne partage pas cette vision. Au contraire, le hasard du calendrier a parfois l'intelligence de nous pousser à regarder les choses autrement, à prendre le temps de dire la vérité dans tout ce qu'elle recouvre. Rappeler la vérité, c'est mieux comprendre. Rappeler la vérité, c'est apaiser. Rappeler la vérité, c'est mieux apprécier l'autre. Car l'identité de Marseille est profondément liée à son histoire. La rappeler est le plus bel hommage que nous puissions lui rendre. Cette ville, ouverte sur la Méditerranée et sur le monde, s'est nourrie tout au long de son histoire de l'âme de ceux qui sont entrés dans son port, se sont perdus dans ses rues, ont chanté sa beauté. La force de Marseille réside dans sa diversité, dans son identité unique et rassembleuse, dans ce qu'elle a su construire pour reconstruire, malgré le passé. Occulter ce passé, voire l'oublier, serait inacceptable, car rien n'est pire que l'oubli. L'oubli, c'est le déni des souffrances, le déni de l'existence même. À vous qui êtes ici, rescapés miraculeux de la destruction des quartiers du Vieux-Port ou des rafles du centre-ville, je tiens à vous dire que la République n'a pas oublié votre histoire. Votre histoire est d'abord celle de millions d'autres femmes et d'hommes, d'enfants, de toute nationalité, de toute origine, qui n'avaient qu'un point commun, celui d'être différent, celui d'être juif, celui d'être zigane, celui d'être homosexuel. Une entité source de suspicion, de discrimination, de spoliation, d'extermination. Une haine attisée de manière si violente et insidieuse, à la fois qu'elle conduit aux pires atrocités et à la négation. Parce que certaines expressions, encore aujourd'hui, certaines paroles ou certains actes renvoient comme un écho macabre aux pratiques d'une autre époque. Je veux d'abord rappeler ce qui s'est passé ici. Le président de la République, François Hollande,
l'a assuré lors de son discours du 22 juillet 2012, commémorant la rafle du Veldiv. Il ne peut y avoir, il n'y aura pas, dans la République française, de mémoire perdue. Ne pas perdre la mémoire, c'est d'abord rappeler les faits. 1865 personnes raflées en une seule nuit, du 22 au 23 janvier 1943 dans le centre-ville. Et 635 autres la nuit suivante, dans les quartiers du Vieux-Port. L'élément déclencheur fut l'attentat du 3 janvier 1943 contre l'hôtel Splendide, près de la gare Saint-Charles, où se réunissaient des commissions allemandes. C'est suite à cet attentat qu'Hitler ordonna de raser les vieux quartiers, immédiatement. Le prétexte fut celui-là. Il aurait pu être autre. Car la réalité était celle d'une détermination totale des autorités allemandes à mettre en œuvre la solution finale. La surveillance de certains quartiers avait été accrue dès 1942 par la Wehrmacht, les SS et la Gestapo qui quadrillaient la ville, suite à d'importantes manifestations de la résistance. Dans ce contexte, le secrétaire général de la police, René Bousquet, en contact étroit avec Pierre Laval, fit monter d'un cran la répression à Marseille. Rappelons que c'est lui, et lui seul, qui proposa à Karl Oberg, chef supérieur des SS et de la police de France, d'élargir les opérations de police à tout le centre-ville et de les faire prendre en charge par les autorités françaises. Il ne faut pas oublier. Le basculement dans l'horreur n'était plus très loin. La lecture de la note de service encadrant l'organisation des rafles est une effrayante précision. En même temps, elle laisse imaginer l'étendue des abus commis pendant cette vaste opération de nettoyage. Les individus appréhendés étaient ainsi, je cite, les repris de justice, les souteneurs, les clochards, les vagabonds, les gens sans aveu, toutes les personnes dépourvues de carte d'alimentation, tous les juifs, les étrangers en situation irrégulière, les expulsés autorisés, toutes les personnes ne se livrant à aucun travail régulier. Une porte ouverte à l'horreur, au déchirement, à la barbarie, cela avec une sinistre précision. Le fichier juif permettant de n'oublier aucune famille du centre-ville ou du Vieux-Port. Ici même, autour de l'Opéra, 250 familles furent raflées tôt le matin du 23 janvier. Elles étaient juives. Juives pour la plupart, rassemblées à proximité de la synagogue de la rue de Breteuil. Ceux qui vécurent cette nuit-là, l'un des pires moments de leur existence, ne savaient pas que le régime nazi allait poursuivre lentement et froidement l'œuvre de destruction de leur identité de femmes et d'hommes et d'enfants. D'abord menés à la prison des Baumettes, ils furent des milliers à être déportés dans des conditions effroyables, d'abord vers Compiègne, puis vers les camps de concentration. Une population raflée et tout un quartier détruit, telle était la volonté de nettoyage des autorités françaises et allemandes. En janvier 1943, la France fit mal à la France. Elle trahit son honneur, elle trahit ses valeurs, et elle blessa ses propres enfants. Si je suis présent ici, c'est parce que la France souffre encore de l'opération Sultan, parce qu'il y a des plaies qui n'ont jamais pu se refermer, faute de reconnaissance, faute de vérité. Dans son discours du 22 juillet 2012 au Vélodrome d'hiver, le président de la République prononçait ces mots pour la première fois. La rafle organisée au Veldiv, et je le cite, allait ouvrir la voie à d'autres rafles, à Marseille et dans toute la France. La commémoration qui nous réunit aujourd'hui et avec laquelle le président de la République m'a demandé d'être, d'assister, s'inscrit parfaitement dans l'esprit de ce discours. Reconnaître la rafle de Marseille, c'est aussi faire qu'elle ne soit pas vaine, c'est ouvrir la voie de l'indispensable travail de mémoire qui mène à l'apaisement. Les relents racistes, antisémites, xénophobes, observés en particulier dans l'actualité de cette dernière année, doivent nous interroger collectivement sur le sens du vivre ensemble. Nous devons être vigilants, toujours vigilants, individuellement, mais aussi collectivement. Car la folie humaine n'est jamais loin. Le basculement dans l'horreur n'est pas qu'un attribut du passé. C'est pourquoi la mémoire est un devoir, et au-delà un outil indispensable à la transmission des valeurs fondamentales de notre pays et d'éducation à la citoyenneté,
en particulier pour les plus jeunes. Le rappel du parcours des héros de notre histoire, je pense notamment aux anciens combattants, aux justes ou aux résistants, doit permettre de redonner du sens à l'engagement citoyen. Je souhaite le plus profondément possible que l'ensemble des Françaises et des Français, quel que soit leur âge, leur culture, leur origine, soient associés à cette démarche. Le calendrier commémoratif, particulièrement dense avec le 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale et le centenaire à venir de la Grande Guerre, nous offre et nous en offre une occasion unique. Rappelons que notre liberté s'est payée au prix du sang. Rendons hommage à ceux qui se sacrifièrent. Construisons ensemble un avenir meilleur pour un monde apaisé. Vive la République et vive la France. Pronto?